faites rec, et puis après ça, vous rediffusez après. Pendant longtemps ou tout Alors désolé, vous êtes en direct maintenant. Donc on a retrouvé les gens. Voilà, les gens sont là. Allez, Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On n'a jamais été là. Tout, Bah ouais, on recommence. Bon, alors allons-y. Désolé. Je vais pas me planter. Alors bonjour à tous. Bon, c'est un peu la deuxième prise, on est obligé de le dire. Voilà, c'est comme ça, c'est un direct. Bonjour à vous Florence Viala et bon anniversaire puisque c'est votre anniversaire. Merci beaucoup. Bonsoir Jérémy Lopez, bonsoir Gaëlle Camilindi et bonsoir Arnaud Desplechin. Bonsoir à vous qui nous rejoignez. Desplechin. Que ce soit à la France entière. Desplechin, À Paris, on dit Desplechin, et dans le Nord. et à Roubaix, on dit Desplechin. Et donc c'est Arnaud Desplechin. Arnaud À Desplechin. Roubaix, mais il y a peu Oui, mais il y a d'habitants. peut-être des Ça fera Roubaisiens qui nous plaisir à tes regardent. parents si on dit le Roubaix prénom. et Arnaud région. Desplechin. Et région. Alors, bonsoir Arnaud Desplechin. Bonsoir à vous qui nous rejoignez, qui nous écoutez, peut-être qui souriez avec nous. Bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Bonsoir à Arthur Lenoir qui nous filme et qui a moult problèmes techniques ce soir, mais qui reste totalement zen. C'est donc la 4e édition de Quelle Comédie, l'émission 300% artisanale de la web télé de la comédie française. Alors aujourd'hui, il sera question, entre autres, d'Angels in America, la pièce du dramaturge américain Tony Kushner, prix Pulitzer en 93 que vous avez adapté pour la scène de la comédie française, Arnaud Desplechin. Votre adaptation de ce grand texte de théâtre met en scène 8 acteurs de la troupe, dont Florence Viala, Jérémy Lopez et Gaëlle Camilindi. Il y a aussi Christophe Montenez, Jennifer Decker, Dominique Blanc, Michel Villarmoz et et Clément Hervieux. Léger, ton compagnon. Voilà. C'est mon compagnon. Alors, il est entendu que c'est vous qui allez raconter cette histoire en quelques mots, cette œuvre monumentale qui fait 7 heures. Et que vous Oui, avez le réduite. spectacle fait 7 heures, alors du coup j'ai très peur de résumer la pièce, oui, parce que ou bien ça va être pas assez, ou bien ça va être trop, ça va être démesuré. Donc c'est une épopée, ça raconte énormément de personnages, il y a plus de personnages que les 8 acteurs qui l'interprétaient, puisque plusieurs d'entre vous jouez chacun plusieurs rôles, etc. Je pense en particulier à vous deux. Mais l'intrigue, si vous voulez, ça suit 2 jeunes couples qui sont Prior, donc Clément Hervieux Léger, qui sort avec Louis Jérémy et Lopez. Et en parallèle, et l'un des deux, Clément, au début de la pièce, apprend qu'il a le sida. C'est pendant les années sida à New York. Et quand les années sida, c'est-à-dire les années où, pour les jeunes spectateurs, où c'était une maladie mortelle. C'est toujours une maladie On était mortelle. au début de la ZT. Il n'y avait rien. Donc c'était la peste qui arrivait. Et on suit en parallèle Christophe Montenez et Jennifer Decker, qui sont des Mormons qui viennent de Salt Lake City et qui s'installent, et c'est des juristes. Alors, votre couple est un couple plutôt démocrate, et le jeune couple mormon est un couple très républicain. Et il va y avoir un quatuor amoureux, jusqu'à la scène Le Vivace que nous jouons ensemble, avec qui va tomber amoureux de qui, etc., dans ces 2 jeunes couples. Mais c'est frappé par la maladie, et par une révélation, l'ange du titre, Angels in America, que joue Florence, c'est que le malade devient un prophète, il est visité par un ange, etc. Et il y a cette figure du mal qui est Roy Cohn, qui est un personnage qui a vraiment existé, qui était le premier avocat de Trump, quand Trump avait hérité des entreprises des immeubles de son père. Il était conseillé donc par Roy Cohn, et Roy Cohn joue cet avocat qui est juif, homosexuel, Michel Villarmoz, antisémite, raciste et homophobe, et qui est comme ça, qui est une figure absolument démoniaque, qui règne et qui essaye de paterner Christophe Montenez, et qui se débat de cette emprise. Personnage de Voilà. Et alors, il y a d'un côté cette figure du mal, et d'un autre côté 2 figures du bien, que sont Gaëlle et Florence, l'ange et l'infirmier, Bélise, ou Mr. Tripp, qui est un autre visage du bien, qui est un autre visage de charité, pas de charité, de bonté. Qui est dans un rapport de miroir avec Harper.
Et qui est dans un rapport de miroir avec Harper. Il y a beaucoup de visitations, de rêveries, de songes, d'apparitions miraculeuses, etc. Et il y a Dominique Blanc qui joue, mais alors j'ai oublié puisque ça fait longtemps. Le rabbin. Elle joue tant de rôles que je ne sais plus. Ouais. Ethel Rosenberg, qui était. Elle joue des fantômes, des rabbins. Henri le médecin. Henri le médecin de Roy Cohn qui... Et Anna Pitt, la mère de Joe. Christophe. Ouais. De Joe. Alors la première a eu lieu le 18 janvier, mais le cours normal des représentations a été interrompu par le confinement, puis l'interdiction de se réunir. Les théâtres n'ont pas repris leur activité après le déconfinement. Qu'à cela ne tienne, puisque vous avez décidé de tourner un film de cette adaptation avec la troupe. Donc vous avez tourné cet été en quelques jours. Ici, c'était étalé sur 8 jours, c'est ça, 7 jours. Quelques jours. 7 jours, je crois. 2h50 de spectacle. Et un tout petit peu réduit. Un tout petit peu, c'est quoi? Je sais plus, la monteuse le sait, je crois qu'on arrive à 2h20, quelque chose comme ça. Oui, pour l'instant, personne n'a vu le film. Personne n'a vu, alors c'est pour ça que ça va être difficile d'en parler, personne n'a vu, le film n'est pas terminé, il me manque la musique, le compositeur Ezel doit composer le score, et il nous reste les trucages et l'étalonnage à faire. Mais enfin, le montage image et le montage son sont terminés. Donc je sais ce que vous avez joué. Voilà, ça, je vois vos performances. Mais il reste à faire pour que ce soit agréable pour les spectateurs, donc que ce soit accompagné par la musique qui est adéquate et mixer le film. Voilà. Et alors vous, la troupe, vous avez repris cette pièce cette semaine, la semaine dernière, à France Culture, puisque vous avez enregistré une adaptation radiophonique par Cédric Ossir d'Angels in America. Donc on n'en finit plus de malaxer ces personnages et cette histoire, cette épopée. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, d'en parler et d'en parler ensemble, parler de cette œuvre et de ce que vous en avez collectivement fait sur différents médiums, et parce que ce serait bizarre de commencer cette soirée en faisant abstraction du contexte. Je vais m'adresser à vous, Florence, parce que vous êtes la seule pour l'instant à être remontée sur scène. Comment est-ce qu'on joue là, maintenant, avec l'incertitude de l'époque? C'est-à-dire qu'on est en plein couvre-feu, il faut qu'on se dépêche parce que sinon on ne sera pas rentré à l'heure. Vous ne pouvez plus jouer le soir, on ne peut plus dire à ce soir, vous ne pouvez plus jouer le soir. Comment vous faites? Comment on fait avec toutes ces recompositions, réorganisations, etc. On fait comme beaucoup, on fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on se réadapte. C'est pas facile pour personne de se réadapter, de changer les horaires, les machins, avec la vie, avec de jouer on va jouer à 11h du matin, c'est-à-dire que Elsa Le Poivre, elle va se maquiller à 9h45 parce que vous jouez dans le côté de Guermantes, qui est l'adaptation de Proust par Christophe Honoré. Donc ça va être des moments, mais il y a en même temps plein de gens qui travaillent par exemple pour les enfants, qui font des spectacles pour les enfants, qui commencent à ces heures-là dans la vie en général. Donc on va se retrouver un peu dans ce cadre-là, ce qui n'est pas notre habitude, mais voilà, on va se réadapter. C'est un peu perturbant, mais comme on est tous, on n'a aucune certitude sur l'avenir, comme c'est la condition humaine, poussée à l'extrême. Donc ça ne change pas du commun des mortels en ce moment. Sachant que si quelqu'un de la troupe sur scène est malade, comme on joue sans masque, évidemment, s'il y en a un de nous qui est malade, tout le monde est cas contact et on s'arrête. Donc on fait très attention dans notre vie quotidienne. Et puis on touche du bois, on croise les doigts, on fait tout ce qu'on peut pour se dire que qu'on ne va pas tomber malade et qu'on ne va pas arrêter le spectacle. Là où on était très très heureux de reprendre, de rejouer, et c'était très émouvant de rejouer devant une salle. Les gens sont venus, les gens prennent des risques aussi. Nous on en prend parce qu'on joue sans masque, mais les gens prennent des risques en venant. Ils mettent des masques, etc. Je pense que c'est les endroits les plus protégés, je crois, les endroits publics. Les endroits publics les plus protégés, parce qu'on passe nos mains au gel avant d'arriver, on met nos masques, le public ne parle pas, donc a priori, il n'y a pas beaucoup de risques pour eux, mais quand même, le fait de venir, de venir voir un spectacle, de venir dans une salle de théâtre ou de cinéma,
c'est quand même il y a une petite part de courage. Enfin, je trouve ça super et à chaque salut, c'était très émouvant. Chaque soir, ça a été très émouvant parce que d'un seul coup, la salle se rallume et on voit que des gens masqués, distanciés, etc. On sait qu'ils ont ce petit protocole pour eux, que nous, on l'a aussi de notre côté, mais que l'amour du théâtre est plus fort, ou j'imagine dans les salles de cinéma, c'est assez commun aussi. Cet amour-là, ce besoin-là, ça nous fait plaisir, c'est très émouvant. Moi, j'étais à la... On a eu... Enfin, je crois qu'on a joué, pardon, je vais couper parce que on a lu une lettre le dernier jour où on a appris que c'était le dernier soir, vendredi dernier. On a lu une lettre au public en se disant il faut quand même marquer le coup, dire quelque chose à ces gens qui sont venus. Et puis c'est notre dernier soir parce que Guermantes va se terminer le 15 novembre, donc on n'aura sans doute pas d'autres soirées. Donc on va jouer que en matinée, 14h, les horaires se sont réadaptés, donc 16h ou 11h, enfin en fonction, il faut regarder les annonces. Mais regardez, c'est 17h, 16h, 11h. Mais c'était notre dernière soirée et donc on l'a partagée avec le public. Et on a lu une petite lettre qu'on avait écrite ensemble, juste l'équipe. Et on était très contents parce qu'on a dit comme ça, on était contents de notre phrase. On a dit le théâtre n'empêche pas de mourir, mais aide à respirer. On a terminé là-dessus. C'est Anne Kessler qui est chef de troupe qui a terminé là-dessus. Et on a vu la salle entière se lever. Et on s'est dit, on a vraiment partagé la même chose. C'est-à-dire qu'on était émus, nous, mais eux aussi. Donc voilà, il y a eu une... Moi, j'étais à la représentation du mercredi, le jour où, juste après l'annonce, en fait, la salle et la scène, les comédiens savaient que c'était... très chahuté, enfin, on ne se connaissait pas la suite. Et il y a eu je ne sais pas combien de saluts, c'est-à-dire que les gens dans la salle ne voulaient pas partir. Et j'ai vu Dominique Blanc qui m'a dit qu'elle avait été extrêmement émue. On était très émus, C'est pour ça qu'on a fait cette lettre le lendemain. Mais c'est vrai que c'était mercredi, donc je sais pas, il y a eu 5-6 saluts, et personne ne partait. C'est jeudi. Et sans faire de raccourcis, parce que la semaine dernière a été particulièrement raide, mais par les temps qui courent, c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation sur laquelle peut-être vous allez rebondir. La culture est plus que jamais nécessaire. C'est-à-dire qu'on sent que les gens en ont besoin, pas que les comédiens. Mais c'est ce qu'on disait, ça aide à respirer, c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre les directives gouvernementales, et moi je ne suis pas épidémiologiste, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je suis ce qu'on me dit de faire, mais on sent bien que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'être ensemble, ça fait du bien de partager des choses, ça fait du bien d'écouter des textes, de voir des gens ensemble. Il y a ça aussi, parce que je pense que ça va faire encore plus de bien quand on va voir des gens s'embrasser. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand on regarde des films en ce moment, quand on voit des gens qui s'embrassent dans des films, parce que c'était avant, parce que voilà, on a ce petit réflexe de non, de dire c'était avant. Vous venez de tourner, c'est fou quand même. Vous venez de tourner, et est-ce que les gens sont embrassés dans votre film? Oh oui. Bravo. À pleine bouche. C'était très bien. Alors toute l'équipe était masquée, on disait mais pas les acteurs. Ils ont de la chance. Et vous, Gaëlle, vous êtes en train de répéter 2 spectacles. Oui. Et le fait quand on n'a plus de certitude sur l'issue de ces répétitions, est-ce que ça change la donne? Là, à vrai dire, Hansel et Gretel, vu que c'est un jeune public qui va se jouer au studio à 18h30, on passe un peu entre les mailles parce qu'en fait, il va durer 1h05, je pense, le spectacle. Donc en fait, à 19h05, peut-être 10 maximum, 19h05, tout le monde sera sorti. Et donc en fait, on respecte complètement le couvre-feu. Donc en fait, Non, 20h05. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, on joue à 18h30, donc 19h30. Donc oui, les gens... c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc les gens auront le temps. Donc venez au studio théâtre. Venez. Avec vos enfants. Jérémy Lopez, un acteur, et a fortiori un acteur du français, qui passe son temps à jouer quand même, qui a je sais pas, ça peut aller jusqu'à 3 pièces par jour. Quand il est privé ou potentiellement empêché de jouer, il fait comment? L'alcool. J'ai eu de la chance, c'est que c'est une période où je peux pas jouer au théâtre, mais je tourne, donc je suis en activité. Vous tournez au cinéma? Ouais, donc je suis quand même en activité.
ça me sauve, hein, je crois, un peu de l'ennui et L'alcoolisme. et c'est vrai que quand on fait du théâtre, et encore plus au français, c'est qu'on est tellement habitué à jouer qu'on a l'impression de ne plus exister quand on ne travaille plus. Je pense que c'est tous les artistes, hein, mais donc c'est une période. Non, mais les compliquée. acteurs du français Mais travaillent c'est vrai, oui, on est énormément. habitué. Ben ouais, donc ouais, c'est compliqué. Hein. Moi, en 25 ans, j'ai jamais arrêté autant. Ouais. C'est-à-dire que là, depuis de mars et grâce Ouais, à c'est Arnaud, fou, ouais, c'est fou. et Grâce à Arnaud qui grâce vous a au film sauvé de Ouais, Nicolas c'est ça. Fiel, Non, mais ça a été grâce au film incroyable, d'Angels, c'est et après pas- moi j'ai eu la chance d'avoir aussi le film de Christophe, Christophe, qui a après. fait la même chose, enfin une chose différente, mais sur le même. sur le côté de Guermantes, Voilà. ouais. J'ai arrêté donc ça faisait quoi, mars, avril, mai, juin, juillet, 7 mois. 5 mois à 5 mois. peu près, enfin ça m'est jamais arrivé. Ouais, c'est fou. Alors, Donc, ouais. Florence Diala, comme je le disais, vous jouez dans une adaptation de l'œuvre de Proust. Proust, cet auteur que vous avez mis tellement d'années à lire, Arnaud oui, Desplechin. j'ai été promis que je le ferai jamais. ouais. Pourquoi Parce J'ai que- lu ça et je parce trouve que que- c'est comme une superstition. Oui, c'était une superstition parce que je me disais, vous voyez, dans ma famille, il n'y avait pas de gens dans le spectacle, je ne connaissais pas d'acteurs, de metteurs en scène, de gens dans le théâtre ou dans le cinéma. Moi, je voulais faire du cinéma depuis très jeune et donc c'était un art populaire. Et je me disais, par superstition, je me suis dit, voilà, je ne veux pas les arts savants, je veux les arts populaires. Et donc, il y avait un rituel de passage. Mon père, il fallait lire Proust quand on avait. Dans votre famille, il y avait un rituel de passage. Voilà, mon père qui est autodidacte avait lu Proust avec enchantement, et donc il fallait faire ça pour prouver qu'on rentrait dans le monde adulte. Donc moi je me suis dit, ben non, moi je vais regarder des sornettes à la télévision, et vous voyez des films populaires et tout ça, ça va être, je pourrais faire Bruce Lee à Proust, et donc je ne lirai jamais Proust, parce que ma vie, elle doit être pour les arts populaires. Vous faites Et après peu j'ai de commencé à Bruce Lee, quand tricher même. discrètement, et puis j'ai triché de plus en plus, et à la fin je l'ai lu, quand un été je l'ai lu. Honteusement, Non, ça a changé ma vie, ça a changé votre vie. Oh oui, très certainement. Et J'avais alors, lu quand je suis arrivé à Paris, je savais que je m'interdisais de lire Proust, mais j'avais lu le Proust de Deleuze, tout ça, j'avais lu les livres non, mais autour vous de n'aviez Proust. pas lu Proust. Non, Proust, non, j'avais séché, puis après je me suis rattrapé. Et alors, qu'est-ce qui fait que le cinéma est un art populaire et le théâtre un art noble dans votre esprit? Dans mon esprit, c'était ça, je sais pas, c'est des Vous codes... validez Ouais, c'est ce que j'allais rebondir, mais c'est vrai que, pardon, hein, c'est étrange de parler d'Arnaud alors qu'il est là, mais il a un rapport aux acteurs de la troupe, parce que je peux parler que de ça, où il sacralise beaucoup, dans le bon sens, hein, les acteurs et les actrices. Le théâtre, l'endroit du plateau, c'est ultra précieux, quoi, beau pour lui. Tu as l'impression vraiment que c'est une église, mais dans le bon sens. Hein. Et vous, ça vous porte? Ah bah ouais, bien sûr, ça m'a surpris moi beaucoup. Je me souviens que le début du travail, ça m'a beaucoup surpris, sa façon de nous parler, de... Comment dire? De prendre soin. Ouais, puis quand il monte sur un plateau, parce qu'il est quand même sur le plateau avec nous, quand il nous dirige, même en répétition, on peut le dire, il y a une table de répète, et puis on répète au sol, à 2-3 mètres de la table de répétition, et il est parfois allongé sous la table, et il nous regarde tout le Sous temps. la table. Et tu vois, c'est beau cette idée-là, tout le temps par en dessous, Tu es allongé sur le plateau. et il nous regarde très souvent par en dessous, Très comme peu ça. à la table. Tu vois, là c'est le sol, on est debout. Et ça raconte beaucoup de choses. C'est troublant et oui, on se sent. C'est une transcription, c'est la phrase fameuse de Godard, quand on regarde la télé, on baisse la tête, et quand on regarde un écran cinéma, on lève la tête. Ben, Et donc c'est vrai que quand vous levez les yeux, vous baissez les yeux. Vous regardez le monde plus petit ou plus grand. Et c'est vrai que quand vous êtes spectateur au théâtre, moi j'adore, j'aime pas tellement être placé au fond, au balcon, ça, je préfère vraiment être dans le premier rang. Et j'aime bien parce que vous êtes plus grand que la vie, alors je trouve bien que vous êtes tout grand comme ça me plaît. Mais pardon de parler de toi, encore Jérémy, pardon de parler de toi devant toi, mais c'est vrai qu'on a quand même senti une différence entre quand on a fait la mise en scène, enfin quand Arnaud a mis en scène le spectacle et quand on l'a fait pour le théâtre, et quand on a fait le tournage. C'est-à-dire que quand on répétait pour le théâtre, il disait toujours non mais c'est vous qui savez, c'est vous les patrons, c'est vous qui savez. Il nous disait toujours ça. Je ne sais pas si je le pensais vraiment, mais enfin, il le disait. Et par contre, quand on a tourné, il le disait plus. Et là, c'était lui le patron.
il ne disait pas je suis le patron parce qu'il a cette délicatesse, etc. Mais c'était lui le patron. Et il savait. Et là... Et vous, là Ah ben, c'était induit. Il y avait une chose voilà, qui était... Oui, mais Ouais. c'est parce qu'aussi on avait. Parce qu'il ce dirigeait aussi passif l'équipe ensemble. technique. Ouais. Il y avait une équipe technique qu'il dirigeait, qu'il connaissait bien, et on sentait que tout le monde était, voilà, un petit peu, il était très ferme sur certaines choses, et avec nous d'une grande bienveillance. Mais je veux dire, voilà, on sentait que là c'était lui le patron, et il n'y avait pas. Mais aussi, pardon, peut-être aussi qu'à la découverte du théâtre, de la mise en scène théâtrale, il y avait moins de certitude aussi, c'est normal. Et qu'il en avait plus pendant le tournage, puisqu'on savait où on allait. Ouais. Parce que vous Et avez on vu avait l'expérience tous de ce la parcours, production hein. et des Si, représentations. bien sûr. Ça vous a pris du temps d'aller, de vous laisser aspirer par l'art noble, parce que Ouais. vous êtes arrivé en 2016 à la Comédie Française, mais vous avez mis en scène Père Ouais. de Strindberg, et 4 ans après, J'ai On jazz toujours in été, America. j'étais beaucoup au théâtre. J'ai appris énormément du théâtre. mais en tant que Avec le cinéma, spectateur. en tant que spectateur. Mais je pensais, ce que je continue à le penser, hein, vous savez, faire un film, c'était Chabrol qui le disait, faire un film, ça prend 2 jours à apprendre pour faire un film. Vous allez voir un spectacle de Claude Régis, à un moment, il y a le plateau vide, et tout d'un coup, Dréville est au milieu de la scène, elle parle. Ça prend une vie. Ça prend pas 2 jours. Il faut une vie pour faire rentrer un personnage de jardin jusqu'au centre de la scène ou de cour jusqu'au centre. C'est une vie de travail. Pour le cinéma, c'est facile. Vous pouvez le bricoler. Regardez Bergman, il veut du théâtre. Et puis il a fait des films très aisément. Mais le chemin dans l'autre sens est beaucoup plus difficile parce que c'est des choses qui se comptent en vie. Vous voyez, c'est pas pareil. Ça veut dire que vous aviez besoin de cette expérience de réalisateur et de spectateur pour arriver. Non, c'est que sur les 2 projets, il y avait des choses que je pouvais trouver. J'ai venu aux Angeles, mais que je pouvais m'inscrire, si vous voulez. C'était que il se trouve que Père de Strindberg est une pièce qui a tout Strindberg, hein, mais cette pièce particulièrement a irrigué l'œuvre de Ingmar Bergman. Et souvent, C'est un de vos maîtres. Qui est un maître, et dont je connais à peu près, c'est pas vrai, je connais pas tous les films, il y a 2 films de jeunesse que je n'ai pas encore vus. Mais il en a tourné beaucoup. Et il y a 2 télévisions que je n'ai pas vues aussi. Mais quand vous regardez l'œuvre de Bergman, partout la pièce elle résonne. Et donc, je l'ai vu souvent dans d'autres mises en scène formidables, Père. Et je me disais, Bergman, il m'apprend quelque chose de la pièce, qui est que c'est que la méchanceté ou la cruauté n'est pas un fin mot. C'est pas le fin mot dans le conte. Ça, je le sais. Et donc, je me suis dit, moi, je sais quelque chose que j'ai appris par le cinéma et qui peut-être peut être utile aux acteurs de C'est théâtre. quelque chose que pour vous jouer pratiquez dans vos films, d'utiliser la méchanceté, la colère. Mais ce qu'il y a, c'est que Bergman pour arriver vers quelque chose de beau. Oui, c'est que c'est simplement une dimension de la vie. C'est une dimension. C'est que parfois on n'est pas classe, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins bien. Ça veut dire qu'il y a, vous voyez, je pense par exemple les obsessions, il y a ça dans Fanny Alexandre avec l'oncle qui pète, etc. Il y a toujours des obsessions digestives et tout ça. C'est l'homme, c'est aussi un intestin, c'est aussi voilà. Mais c'est pas que ça. Il y a une tension entre ce qui est très physique, très ou bas ou humiliant. Le thème de la honte est très présent chez Bergman, etc. Et en même temps, l'aspiration à l'infini ou à la beauté ou de ça. Cette contradiction. Alors moi, je me suis dit, je peux peut-être apprendre un savoir que j'ai appris chez Bergman, un savoir de cinéma, qui peut peut-être aider à donner un spectacle théâtral. Et là, sur les Angels, je me suis dit, le spectacle est tellement... Et c'était un plaisir fou, hein, le faire à Richelieu, est tellement impur, vous voyez, parce qu'il y a un mélange de musical, un mélange de transparence. Ne coche pas toutes les cases du français, enfin, sur le papier. Non, il y a un côté très... On est entre la cage aux folles et Shakespeare. Bien sûr, et on voit aussi qu'il y a une compétition, et la vie de Kushner nous l'enseigne, puisqu'aujourd'hui il est scénariste pour Spielberg, et c'est qu'il y a une compétition, je pense à la réplique de Clément à la fin de Millennium, quand il dit très Steven Spielberg, hein, regardons ça, puis la vie aura fait qu'il est devenu, qu'il a écrit plusieurs films de Spielberg. Il y a une compétition entre le cinéma et le théâtre. C'est comme si ce jeune écrivain... Dans la pièce, hein, dans Angels in America. Dans Angels in America, c'est comme si cet homme jeune qui écrit Angels se dit, si le cinéma il peut le faire, le théâtre peut le faire en mieux. Et du coup, vous voyez, faire voler Florence, faire partir les fumées, etc., faire des transparences, montrer des split screens, c'est-à-dire quand il y a 2 actions différentes qui se passent en même temps avec les 2 couples qui se confrontent, et ça, tout ça, le théâtre peut le représenter. Et cette furie de représentation, cette impureté théâtrale, je me suis dit, elle a quelque chose de cinématographique, donc je peux peut-être apporter mon grain de sel, un savoir de cinéma.
En quoi ce texte, vous qui êtes les dépositaires de la Comédie Française ici ce soir, a-t-il sa place dans le répertoire? Parce que c'est un texte à moitié impur, pour reprendre votre terme, Bien sûr. qui est quand même un peu raide. C'est un texte, effectivement, il y a de l'humour, il y a du grotesque, et il y a du Shakespeare. Roy Cohn, c'est un personnage shakespearien, c'est un vrai méchant. Est-ce que... Pour tout ça, en fait, c'est une pièce totale quand même. Ouais. Et aussi... c'est un très beau texte à jouer. Ouais, et puis c'est surtout une pièce quand même qui raconte l'Amérique, le théâtre aussi américain. Ouais. Quand même, comme Tennessee Williams l'a fait. Je pense que Kushner, avec cette pièce, a créé quelque chose. Et donc, rien que pour ça, c'est important qu'il soit joué ici. Mais c'est vrai qu'on touche un peu à tout avec cette pièce-là. C'est ce que vous disiez, c'est Shakespeare, c'est la cage aux folles. C'est votre Shakespeare à vous, Kushner? Ah oui, très certainement, oui, parce qu'il arrive à exacerber. Puis il y a une poétique aussi, je vois, avec des choses très difficiles à faire. Je pense par exemple, je te redisais, les citations, je crois que c'est de T.S. Eliot, quand il dit « je suis l'ange de l'Amérique », etc. Il y a une poétique très singulière, très, très puissante, il y a une verve poétique et qui ne nuit jamais à la verve comique. Et les deux verves vont en même temps. C'est très très écrit et en même temps c'est très très parlé. Et c'est unique, il arrive à le faire. Enfin, c'est unique, non, c'est une tradition du théâtre américain. C'est O'Neill, c'est tout ça. Et il a réussi à malaxer ça pour peindre son époque, vraiment avec les doigts dans la prise de son époque, puisque quand il a écrit la pièce, son compagnon, un homme avec qui il avait des liens tendres, qui était danseur, venait de mourir du sida. Il a écrit la pièce dans l'urgence de ça. Dans l'urgence de ce deuil-là. Et je trouve que cette pièce, elle nous renseigne, bien que le sida soit plus... nous renseigne sur quand est-ce qu'on était héroïque, sur nos combats d'hier, je trouve, arrive à donner une lumière singulière sur les combats d'aujourd'hui, sur les combats d'identité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est faire partie de la majorité ou d'une minorité, tout ça. Je trouve que la pièce arrive à décrire comment le monde bascule et arrive à attraper ça. Je trouve que la pièce arrive à éclairer les temps d'aujourd'hui. Cette pièce, elle va être jouée indéfiniment, en fait, pendant des siècles, puisqu'elle est entrée au répertoire. Oui, Malheureusement, parce que si elle est jouée, ça veut dire aussi qu'elle est actuelle. Et donc, ça veut elle dire résonne là. Bon, c'est vrai que le personnage de Roy Cohn est... On meurt, certains meurent aussi parce qu'ils ont le sida. Il y a des pays qui ne sont pas suffisamment... où les personnes qui sont atteintes du sida ne peuvent pas être soignées. On meurt parce qu'on est noir, on meurt parce qu'on est homosexuel. Donc en fait, je pense que malheureusement, comme tu dis, si on continue de la jouer, c'est parce qu'elle fait écho à notre époque. Mais moi, c'était l'envie, elle est venue de là à l'époque. Je connaissais bien le texte, j'avais vu dans une mise en scène que je tiens vraiment pour admirable de Brigitte Lachman, qui était il n'y avait rien à redire. Elle avait monté, avec le savoir de théâtre qu'elle tient, elle avait monté l'entièreté du texte. On voyait les 7 heures de représentation. C'était magnifique. C'est une journée de théâtre? Ah oui, c'était une journée au théâtre qu'on avait passée, comme ça, qui était jouée en 4 fois. C'était très très beau. Et voilà, c'est que quand Trump a été élu, c'était très... votre envie, elle est venue après l'élection de Trump. Oui, c'est quand j'ai un ami américain qui me disait quand on pense à ce que disait Roy Cohn du premier procès qu'il a fait contre la mairie de New York, etc. Je me suis dit, mais quand on ne comprend pas, parce qu'on ne comprend pas, Trump, je n'ai pas d'avis sur lui, qu'il est méchant, bon, etc. Je ne crois pas que je n'ai pas le profil d'un électeur de Trump. Donc je crois que si j'étais américain, vraisemblablement, je ne voterais pas pour lui. Mais ce n'est pas la question, c'est que c'est très difficile à comprendre pourquoi Clinton elle a perdu, pourquoi les gens ils votent pour lui, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il représente, etc. À un moment, on ne comprend pas bien. Est-ce que c'est une répétition de l'ancien? Est-ce que c'est l'invention d'un mal nouveau? On ne comprend pas bien. Et je me dis, quand on ne comprend pas, on peut faire du théâtre. Et je me dis, la pièce, elle est là. Alors je l'ai relue, et je trouvais la pièce, elle éclairait tout. On avait l'impression de... Vous en avez parlé entre vous de cela, justement? Très peu. Très peu. Mais parce que je me méfie de mes opinions, je préfère... Mais là, par exemple, ça a fait écho. Tu sais, quand tu m'expliquais pour Martin Heller, le petit passage d'un personnage que je jouais, Martin Heller, qui racontait l'ascension des républicains, enfin, etc. Avec l'Amérique du Sud, la exactement, l'avortement, etc. Et là, cette femme qui, alors je me souviens, cette femme qui va mourir,
cette femme qui vient de mourir aux États-Unis, qui va être de la remplacée. juge de la Cour suprême qui est Exactement, remplacée à la par Cour un suprême. autre qui empêche l'avortement. Exactement. Et c'est exactement ce que raconte Martin. C'est ça. Et c'est C'est-à-dire Martin que Heller, on met- une autre figure du mal, donc Voilà. terrifiant. J'aimais bien, je vous regardais jouer tous les trois, et j'aimais bien penser à toi et Michel comme le Pinocchio avec, je ne sais plus, c'est le loup et le renard. comme ça, les deux figures du mal, comme ça, avec le Pinocchio qui veut s'intégrer au monde adulte. Et c'est et ce qu'il raconte, donc est extrêmement drôle, fait allusion à des trucs de mythologie enfantine, comme ça, de contes et les gens de ça, et décrit une réalité qu'on voit maintenant avec l'élection à la Cour Littérale. suprême. Alors, je vous cite Arnaud Desplechin, notre travail avec les acteurs, c'est de décapsuler le texte et de le faire vibrer d'une signification qui n'attendait que le jeu. Vous parlez des acteurs de cinéma. Vous êtes un homme de troupe au cinéma. Comment vous avez travaillé avec cette troupe-là, cette troupe de virtuoses, parce que... Ah, moi, ils m'ont dépassé tout le temps, c'est eux qui peuvent parler, moi j'ai été dépassé totalement. Vous étiez dépassé par quoi? Parce qu'ils sont super puissants, c'est une maison qui est singulière. Et puis la pièce, elle offre ça. Moi, j'ai retrouvé ça d'une façon peut-être plus Super aisée, d'une part parce que je filmais, donc voilà, c'est des outils que je connais, et d'autre part, j'avais déjà eu le trac sur la pièce, donc je l'avais moins quand je vous filmais Salescande. Mais c'est que la pièce, elle permet ça, elle permet tous les excès de jeu. Je sais pas, je pense. Mais chacun, je pense, tu mentionnais Martin Heller, et tout d'un coup ça devenait énorme, quoi. Et ça permet, c'est des rôles qui sont vraiment bigger than life, quoi, qui permettent ça, et avec des sentiments très très exacerbés. Je pense à l'Aria où Bélise parle fait le descriptif de l'Amérique, et on comprend comment sur les personnages sur le personnage joué par Gaël, qui est l'ancien compagnon de Pryor, et qui parle de ses rapports amoureux et de l'Amérique et du sort qui est fait aux Afro-Américains. Enfin, il se trouve, lui, c'est un Caribéen dans la pièce, c'est comme ça que Kushner a voulu l'écrire, et tout ça. Mais alors, c'est des rôles énormes avec des explosions de sentiments, et je pense aux extrêmes sentiments. Je pense à la dernière scène, quand tu prends la main de Christophe, et que tout d'un coup vous allez partir ensemble à la toute fin de Millennium. C'est extrêmement sentimental, quoi. Alors moi, comme j'adore les mélodrames ou les trucs comme ça, les histoires d'amour, je pense, quand je filmais Les larmes de Jennifer, ça invite à ça, quoi. Je pense évidemment à Dominique ou à Michel qui ont des rôles énormes, quoi. Le médecin, le rabbin, Roy Cohn évidemment, le monstre hors terre, etc. Donc ça permet. Donc j'ai l'impression que pour être acteur au français, vous avez il me semble que vous avez écrit un petit peu la maison, des très grands appétits. Et là, la nourriture permet, vous voyez, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez vous lancer à fond, quoi, sans pudeur, quoi. C'est quoi n'avez-vous donc aucune pudeur? Comédien au français, vous êtes un acteur, c'est ça? C'est l'appétit qui Il faut des appétits d'ogre. Il faut des appétits d'ogre. Pour jouer 3 pièces dans la même semaine, il faut des appétits d'ogre. Ouais, il faut des appétits d'ogre, ouais, bien sûr. Mais après, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui nous embarquent. Enfin, moi, c'est surtout ça qui m'excite le plus. C'est quand les gens nous demandent quel rôle t'aimerais jouer ou qu'est-ce que t'aimes. Je ne sais jamais quoi répondre parce qu'en fait, ce qui est pour moi plaisant, c'est quand quelqu'un envisage quelque chose vis-à-vis de vous par rapport à tel rôle et qui va vous prendre par la main et puis vous dire venez, on y va, on va par là, puis peut-être un peu vous pousser du plongeoir quand même, parce qu'à un moment il faut quand même sauter. Mais, et en fait, c'est ça aussi qui se passe avec Arnaud, c'est que la façon que tu as de travailler qui est peut-être plus proche du cinéma, forcément. Moi, par exemple, quand je sais pas vous, mais quand on répétait, j'avais comme dans ma tête pas un storyboard, mais j'avais comme si j'avais des mouvements de caméra. C'est-à-dire que vu qu'il y a eu des coupes dans le texte et qu'on devait très vite des fois aller dans des sentiments très opposés, extrêmes, eh ben c'est comme si tout à coup je me disais ah ok, là il y a tout de suite un gros plan parce qu'on passe à un autre plan et donc tout de suite il faut voir l'alarme et donc ça crée des sortes de mouvements intérieurs de jeu qui étaient moins dans une continuité comme je l'ai dans une autre pièce de théâtre. Là, tout à coup, j'étais en fait traversé par ta vision qui, du coup, venant du cinéma, était séquencée avec des plans différents, voilà, des valeurs de plans différentes. Et du coup, qui créait des valeurs de jeu différentes parce que les coupes aussi. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, c'est très clair. La pièce est très cinématographique, mais les coupes étaient encore plus cinématographiques parce que du coup, chaque scène
on n'a pas les 40 vers qui vous permettent d'atteindre le plateau d'émotion. Il faut rentrer dans l'émotion tout de suite. Et ça, chaque scène, on doit taper à l'émotion immédiate. Et ça, c'est vrai que c'est une chose très cinématographique. On ne peut pas rater le rendez-vous avec la punchline, avec le moment, etc. Il faut tout de suite c'est vrai qu'il y a des punchlines Ouais. qui scandent tout le spectacle. Jérémy, quel genre de metteur en scène est Arnaud Desplechin? Parce que j'entends beaucoup de douceur et de calme j'observe ça, et en même temps on est quand même sur des sentiments violents. Par quel procédé chimique arrive-t-il à vous emmener en fait, plus en douceur, ouais. Et puis vers cet extrême-là? Comment dire, j'ai l'impression que rien ne nous a été demandé aussi, forcé, ou alors tout est. C'est comme si nous on le savait avant, et il a une phrase qu'il aime bien, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais c'est tu l'as senti que ça allait là, non? Ou je me trompe? On y était là, où tu vois, quand tu étais c'était agréable? Oui. Cette scène-là était agréable pour toi? Cette phrase-là. On vous demande ça souvent? Est-ce que c'est non, agréable? non, c'est un truc un peu rare, et c'est juste pour se mettre au même endroit en fait, mais sans nous imposer quoi que ce soit. Mais moi j'ai l'impression que ça a été un énorme plaisir, parce que c'est facile de dire ça parce qu'il est à côté, mais ce serait embêtant. Comment dire, il s'agit, on n'est pas sur est-ce qu'on est d'accord ou non avec une interprétation d'une histoire, d'une scène ou d'un jeu ou d'un état. C'est pas ça, c'est juste qu'on est accompagné, on se fait porter, et on le sent tout de suite si ça va ou pas. Et je pense, et je me trompe aussi, mais je réponds à la question avant de tout à l'heure sur cette pièce-là, l'importance de monter ces pièces. J'ai l'impression qu'il y a des pièces comme ça, des œuvres qui sont monstres, comme Per Gynt ou Angels. Je pense que c'est une pièce qui peut accompagner un metteur en scène, ou même des acteurs ou des interprètes. Mais, c'est-à-dire c'est-à-dire que tu ne peux pas répondre à toutes les questions en une mise en scène. Qui peut infuser pendant... Et que peut-être que dans 15 ans, un autre Trump aura motivé ça, ou j'ai l'impression qu'on peut raconter... Tu peux le remonter, tu veux dire? Ouais, le même metteur en scène peut raconter plusieurs choses. Oui. C'est pas une pièce simple. C'est pas une pièce où on raconte A plus B. Linéaire. Donc ça peut poursuivre un artiste sur ce qu'il veut raconter ou pas. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter, et je le dis très humblement, et on n'a pas répondu à toutes les questions. Mais les questions qu'on a mis sur la table, on les connaît. Et ça, c'est rare. Et puis, c'est pas tout le temps le cas. Et même parfois, on répond pas à des questions avec des pièces très très simples. Voilà la façon de... Tu fais ça un peu déjà avec... non? Peut-être je me trompe complètement, mais avec Dédalus, par exemple, au cinéma. Tu reposes, tu remets sur l'ouvrage. Oui, il y a une chose un peu où tu creuses un peu ce sillon-là de manière différente, avec des histoires différentes. Mais c'est quand même, on revient quand même toujours. Florence, vous jouez l'ange de l'Amérique, entre autres, qui est suspendu à un moment donné avec des ailes magnifiques. Jouer sur scène, c'est du merveilleux théâtre quand même, cette mise en scène que vous avez faite. Jouer au studio Escande, qui est, donc quand vous filmez, jouer devant une caméra et jouer devant un micro de radio, ce que vous avez fait la semaine dernière, le même personnage, ça change à chaque fois en fait, c'est forcément différent. C'est formidable, c'est abordé, c'est ça. Et puis on peut l'aborder de là, on peut l'aborder de là, on peut l'aborder de là, on peut l'aborder de là. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est le même, c'est l'ange, il est là, mais soit on l'attaque par là, soit on l'attaque par là, soit on l'attaque. Et le corps n'a pas la même fonction du coup. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y en a un, le corps est extrêmement présent, c'était au théâtre, puisque c'était vraiment les ailes. Ouais. J'étais même, j'allais dire, entravée, parce qu'il y avait un vrai costume, tout ça, c'était le corps qui dirigeait presque, qui était plus... Puis la voix, ça devait... voilà, il y avait une chose comme ça, un peu, comme on dit... une voix très solennelle. Projetée, solennelle, ou bon, on devait... Dans le film... Arnaud m'accordait le bonheur de pouvoir parler comme ça, de pouvoir chuchoter, etc. Et alors à la radio, c'était encore plus... Là, j'ai plus de corps, alors
mon corps serre parce que je pense que ça passe voilà, dans un micro, mais j'en ai plus. Donc, Comment vous les avez joués, ces rôles à la radio? Moi, je vous ai vu et j'ai vu la captation juste après. Donc, j'ai vu la captation théâtre, j'ai entendu l'enregistrement à la radio et pour moi, pour le coup, c'est la même voix. C'est comme si vous étiez revenu dans votre personnage, dans votre corps de Bélise. Mais c'est comme si au théâtre, par exemple, cet été avec la caméra, c'est la caméra qui vient un peu à nous pour essayer de choper des choses et là, c'est nous qui devons aller dans le micro pour vu qu'il n'y a pas d'image, on n'a pas d'image, mais que le son à la radio, eh ben on doit faire de notre corps une sorte d'outil sonore pour raconter qu'il y a l'effort ou qu'il y a et alors les voix de Béli, enfin la mienne en tout cas, ça revient parce qu'on a la mémoire de quand même 2 mois de répétition plus 5 mois de jachère, puis un tournage, puis encore la jachère, un mois. c'est utile quand même. Bien sûr, merci le confinement. C'est une blague, mais pour dire que quand même ça a permis ça. Et en fait, de mettre de côté la pièce de théâtre pour la retrouver au cinéma, pour ensuite la retrouver à la radio, c'est comme, enfin, on n'oublie pas notre personnage, quoi. Enfin, on n'oublie pas. Oui, puis on apporte Bélise le texte tout de suite de façon sensuellement différente. Enfin, je sais pas comment. Puis avec plus de légèreté aussi. Plus de légèreté à la radio? Ouais, parce que vu qu'il n'y a pas d'image, en fait, il y a un souci en moins. On n'est que dans, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, il y avait quelque chose de plus léger, de plus. Parce que moi, je vous ai vu, vous étiez très affairé. Il y avait une histoire de. Parce que pour les bruits, en fait, il fallait qu'il y ait un petit chariot, etc. Donc vous reproduisiez des gestes. Qui n'étaient en plus pas ceux qu'on faisait en plus sur scène. C'était drôle, avec du faux scotch, tout était. C'est du faux théâtre en fait, enfin du vrai théâtre, mais avec des fausses scènes physiques. C'était. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Mais quand on est dans le texte et puis qu'on est dans le micro et qu'on se parle, alors qu'on se parle sans se regarder, parce que le micro il est dirigé là, sauf que Jérémy va être là, donc il va parler dans ce sens-là, donc on ne peut pas vraiment se regarder. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose où la voix va chercher l'oreille de l'auditeur plus que la personne physique qui joue le rôle avec lequel on partage la scène. Et quand on va le reprendre, normalement, si... Ce spectacle à la Comédie Française. Oui. Si tout va bien, Si tout va bien, pardon, c'est si... Comme on ne peut pas l'adapter complètement au Covid, il faut être débarrassé de... Non, je sais pas. Non, peut-être qu'on peut le jouer quand même. Non, il y a des scènes qu'on peut pas jouer. Mais on sera nourri de tout ça. Ça, c'est chouette. Quand on le reprendra, j'y crois, on sera nourri du film, de la radio. On aura exploré quand même ce texte de plein de manières différentes. Puis c'est vrai qu'à la radio... C'est vrai qu'à la radio, vu que c'est une adaptation qui est de 4 heures, donc on est presque, on n'a pas la totalité de la pièce, mais on a quand même plus que ce qu'on a joué. Eh ben on a dû redécouvrir des choses que nos personnages disaient. Des scènes qu'on ne jouait pas qui ont été coupées. Scène. Ouais. Et tout à coup, il y avait des choses. Ah oui, où en fait, quand tu parlais de choix et de questions qui sont déposées, posées et qu'on tente de résoudre. Ben là, tout à coup, on se disait, c'est pour ça que, en fait, comme si on comprenait des choses qu'on faisait au théâtre, parce qu'il y avait eu telle coupe, et qui donc justifiait tout ce qu'on faisait au plateau. Et là, à la radio, on se disait, mais c'est bizarre de dire ça, je comprends pas pourquoi on le sait, parce qu'on est complètement encore dans ce qu'on a fait au plateau. Et c'est ces choses-là qui nous semblent difficiles de dire, parce qu'on ne les a pas répétées à la radio, qui vont nous aider quand on va retrouver le plateau dans, on l'espère, un jour. Vous aviez la grande engueulade politique. Oui, dans le café. Elle est super. Enfin, elle est super. On a été géniaux. Elle était assez incroyable. Non, le texte est super. Moi, pour être honnête, j'étais un peu inquiet avant de faire la radio, parce que je savais que il y a un réalisateur donc qui va nous diriger aussi. Qui a un point de vue. Qui a un point de vue. Qui, quand même, a vu la pièce et qui sait ce qui l'accompagne. Mais j'étais quand même un petit peu inquiet. Je me dis, si je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on s'est raconté quelque chose quand même tous ensemble. J'ai été vite rassuré. Ça a été très agréable aussi parce que, comme pour le tournage, on sait ce qu'on a fait. On est quand même très riche
Et Vous êtes riche des représentations, Ouais, des ouais, répétitions. ouais, travailler avec Arnaud. Mais vous étiez riche d'autres choses, parce que je l'ai vu, mais sauf que j'enrage, parce que je n'ai pas encore pu vous le montrer. Donc j'ai hâte de Le vous film. montrer le film que vous voyez, que vous me disiez si vous partagez ce que j'ai vu. C'est que vous êtes arrivé et vous n'aviez pas joué pendant tout le confinement. mais c'était là. Vous étiez dingue. Vous étiez tous, Au sens vous propre. étiez hallucinés. Vous étiez Gonflés comme des Vous autres. étiez taqués au plafond tout le temps, et sur toutes les scènes, et c'est sidérant. Quand on regarde ça, c'est sidérant. Il y a un effet, ça arrive, et vous attrapez chaque scène comme ça, vous la mettez à terre, vous l'étranglez, vous lui rendez justice, et vous triomphez de la scène comme ça, et à toutes les scènes. Alors évidemment, ça donne un plaisir, une émulation comme ça de jeu, un plaisir pour le spectateur de vous voir, parce que vous êtes arrivé nourri par la diète à laquelle vous aviez été. Mais on avait aussi été habitué à la recherche, au fait de pouvoir essayer des choses différentes au plateau, qu'on a moins eu Il fallait en tournage, aller parce que tout devait rentrer en une semaine. Et je sais pas vous, mais il y a eu une frustration au moment où on se dit en fait là je suis un peu chaud, on peut y aller. Et en fait c'était la dernière. Voilà. Donc on va passer à la prochaine séquence. Et alors qu'on aurait voulu encore continuer d'approfondir dans la recherche, c'était l'excellence. C'était la seule. Il faut exceller tout de suite. De toute façon on n'avait pas le temps. Donc, mais ça crée une joie. Enfin, je trouve que c'est pas vraiment une captation, c'est pas vraiment un film, c'est pour la télévision, je pense que c'est un film sur la joie de jouer, quoi. C'est différent, la pièce et la pièce de Kushner, la mise en scène de la pièce, c'est le texte de Kushner. Vu, à mon avis, tu disais, on pourrait parler d'autres choses, à mon avis, surtout sur le prisme amoureux. C'est surtout ça qui m'a... Et vos choix de réduction de texte, ils vont vers ça. Oui, vers l'histoire d'amour et le sentiment. Les sentiments. Et c'était ça. Le premier défi que je me posais à moi. Mais dans ce que nous avons filmé cet été, c'est la joie de jouer. C'est un film sur le théâtre, quoi, sur ce que ça fait de jouer ensemble, de se déguiser. C'est là-dessus, quoi. C'est une joie presque enfantine. Bien sûr. Et la joie de se retrouver, non? C'était incroyable. Et puis c'est une vraie c'est une vraie chance. C'est une joie, mais c'est une vraie chance de se dire on a joué ça dans la mise en scène d'Arnaud, on le tourne mis en scène par Arnaud, et on l'enregistre pour la radio. Enfin, c'est une vraie chance. C'est très rare de pouvoir avoir cette chance-là, d'aborder des personnages comme ça avec tout ce... C'est magnifique. Bon. Merci. Alors, en attendant le film, vous allez faire une projection, j'imagine, avec une distanciation sociale. Avec des masques. Et des masques. Sur des sièges séparés, bien sûr. En attendant la diffusion avant l'été prochain, je crois, sur France Culture, d'Angels in America. Eh bien, écoutez, allons au théâtre et au cinéma, tant que nous le pouvons encore. Hein. Alors, à la Comédie Française cette semaine, toujours le côté de Guermantes. Je ne donne pas les horaires parce que c'est quand même un peu chamboulé et que ça va être rechamboulé la semaine prochaine. Oui, cette semaine c'est 17h. Cette semaine c'est avancé, Voilà, et la semaine prochaine ce sera adapté c'est encore plus, c'est plus compliqué. à la vie des gens. Mais cette semaine c'est 17h au lieu de 20h30. 17h au lieu de 20h30 et 11h au lieu de 14h pour le côté de Guermantes. Pour les Pas cette semaine. Pas cette semaine. C'est 14. Bon, alors regardez sur le site parce qu'on va... Bon, donc il y a le côté de Guermantes au Théâtre Marigny avec, entre autres, Florence Viala, au Studio Marigny Bajazet de Racine, mise en scène par Eric Ruff, au Studio Théâtre, le seul en scène de Christian Gonon, dont on parlait tout à l'heure sur la pensée, la poésie et le politique, conversation avec Jack Ralit, qui est un ovni, mais qui est un objet formidable, adapté du livre d'entretien de Karen Ménine avec Jack Ralit, et puis les dernières représentations de Hors-la-Loi au Vieux-Colombier. Voilà, écoutez, merci, bonne soirée, rentrez vite. Pour les spectateurs qui n'ont pas vu le Claudel, parce que j'y étais... Claudel, sublime, de décembre. Merveilleux. Ouais, merveilleux. Maintenant, c'est fini, peut-être. Voilà, bon, Arthur, merci. Merci Arthur. Prochain. Bravo pour ta punchline Arthur. Et bravo pour ta punchline sur les réseaux sociaux. Bravo Arthur.